Fasciste est un mot qu'on entend souvent de la part des libéraux et des socialistes pour désigner tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Mais le fascisme est une idéologie politique, avec des caractéristiques bien précises. Premièrement, fascisme est le nom du régime politique mis en place par Benito Mussolini et son parti fasciste en Italie. Comme l'Italie a été le premier régime dans le genre, la désignation fasciste s'est appliquée à tous les groupements politiques ultranationalistes. L'idée centrale du fascisme est assez simple, c'est l'idée de nation. Tout doit être fait dans l'intérêt de la nation. Avec l'idée centrale de nation, certains principes politiques peuvent être déduits, mais avec une difficulté particulière. Chaque nation a une histoire et une culture différentes. Par conséquent, tout régime fasciste ou ultranationaliste aura des caractéristiques propres à chaque pays. Le fascisme n'est pas une idéologie universaliste, contrairement au communisme ou au libéralisme, qui, en théorie, doivent s'appliquer à tout peuple. Néanmoins, certains principes universels peuvent être déduits. Fascisme est dérivé du latin fasces. Le fasces sont des bâtons attachés ensemble, que portaient les licteurs, la garde honorifique des consuls et des magistrats de la République romaine. Le fasces symbolise l'unité des citoyens de Rome. Une arme est parfois attachée au fasces pour symboliser la force dans l'unité, les fascistes italiens ayant ajouté une hache. L'unité de la nation fait sa force. Par conséquent, dans un régime fasciste, toute politique visant à renforcer l'unité et la cohésion nationale doivent être entreprises, afin de garantir une société homogène, monoculturelle et politiquement uniforme. Dans un régime fasciste, toutes les forces de la nation doivent être mises au service de l'intérêt national, même si c'est au détriment des intérêts et droits individuels, économiques ou communautaires. L'inverse d'un système libéral, où les intérêts et droits individuels, économiques et communautaires se font au détriment de l'intérêt national. Pour ces raisons, le fascisme est une idéologie intrinsèquement collectiviste. Il existe assez peu d'auteurs politiques dont l'idée centrale est la nation. Le fascisme est un mouvement politique qui est plus le fait de militants que d'intellectuels. Mais il existe un auteur qui a beaucoup écrit sur une société basée sur l'idée centrale de nation. C'est Charles Maurras et son nationalisme intégral. Le fascisme italien a beaucoup de similitudes avec le nationalisme intégral de Maurras, mais aussi des différences. Et ces différences sont généralement liées à des éléments culturels et historiques propres à chaque pays. En dehors de la France, l'Italie et l'Allemagne, les mouvements ultranationalistes dans tous les autres pays d'Europe sont très influencés, soit par le national-socialisme allemand, soit par le fascisme italien. Premièrement, un leader spirituel qui symbolise l'unité de la nation. Ce n'est pas une absolue nécessité. Théoriquement, un régime fasciste pourrait vivre sans. Pour Maurras, un roi doit remplir cet office. C'est pourquoi on catégorise les maurassiens comme royalistes. Mais ce n'étaient pas des légitimistes, fidèles à la dynastie des Capétiens. Au contraire, on disait des maurassiens qu'ils ont tellement envie d'un roi qu'ils sont prêts à couronner n'importe qui. En Italie, Mussolini aurait bien voulu remplir ce rôle, mais l'Italie avait déjà le pape et un roi, des figures concurrentes. C'est pourquoi les fascistes italiens voulaient abolir la monarchie. Évidemment, ils ont retiré ça de leur programme quand le roi leur a donné le pouvoir. Mais la monarchie a toujours été gênante pour les fascistes italiens. Maintenant, un leader spirituel ne veut pas dire un dictateur au pouvoir absolu. Mussolini était limité par son parti et par la monarchie. Maurras préconisait une monarchie avec des parlements locaux disposant d'une certaine autonomie. Hitler disposait théoriquement de pouvoirs absolus, mais il laissait une large liberté d'action à ses ministres et à son administration. L'idée que le fascisme amène forcément un dictateur tout-puissant, comme Staline a pu l'être, est une idée fausse. Dans une perspective d'unité nationale, un État unitaire et centralisé est nécessaire. La nation est une et indivisible. C'est contraire au principe d'unité nationale que d'avoir un système fédéraliste, où les citoyens de la nation ne sont pas soumis aux mêmes lois dans la région A que dans la région B. Et en cela, Maurras s'éloigne du fascisme, en préconisant une décentralisation de la France. En Italie et en Allemagne, c'est exactement l'inverse. L'État s'est fortement centralisé pour éliminer les particularités et différents statuts régionaux hérités d'une unification récente, et éliminer les sentiments régionalistes. Les gens se considéraient davantage comme piémontais ou siciliens que comme italiens. Sentiment qui n'a pas complètement disparu avec des partis comme la Ligue du Nord italienne. Le cas français est différent puisqu'on a affaire à un État centralisé depuis longtemps avec un fort sentiment d'unité nationale. Maurras voyait ça comme une bureaucratie étouffante dominée par des fonctionnaires parisiens. Encore une fois, l'histoire et la culture nationale créent de nettes différences dans les mouvements nationalistes. Pour qu'une nation soit forte, il lui faut une puissante armée. Mais l'utilité de l'armée n'est pas la même en fonction des pays. Mussolini rêvait de conquête coloniale et reprendre des territoires ayant appartenu à l'Empire romain. Mais l'expansionnisme italien n'est pas intrinsèquement lié au fascisme. C'est plus lié à la personnalité de Mussolini. Il jalousait les empires coloniaux français et britanniques. Les entreprises impérialistes sont contradictoires avec les idéaux sociétaux du fascisme. Quand un État se lance dans des guerres de conquête, inévitablement des peuples et des nations différentes seront annexés, ce qui est contradictoire avec l'idéal d'une société homogène et monoculturelle. C'est pourquoi Charles Maurras s'opposait aux entreprises coloniales, en plus d'y voir un gaspillage de ressources, et préférait que la France se concentre sur la menace allemande. Aux États-Unis, les fascistes américains, la Silver Legion de William Pellet, prônaient l'isolationnisme. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont déjà un pays immense, avec toutes les ressources naturelles nécessaires. L'idée est donc de se protéger des influences extérieures par une politique isolationniste. Le leader du parti fasciste canadien, Adrien Arcan, un Québécois,
préconisait que le Québec devait rester lié au Canada et que le Canada devait maintenir son appartenance à l'Empire britannique, car pour lui, la force du Canada était dans son appartenance à l'Empire britannique. L'Allemagne nationale-socialiste a surmonté le problème de l'expansionnisme et de l'homogénéité de deux manières. En créant des administrations coloniales et en mettant en place des gouvernements fantoches dans les pays conquis, politique classique d'un État impérial, et pour les territoires qui avaient vocation à faire partie du territoire national, on assimile de force ce qui est biologiquement acceptable d'assimiler, et on déporte ou extermine ce qui n'est pas assimilable. Mais c'est une politique longue et contraignante. Il faut plusieurs générations pour assimiler une population ou repeupler un territoire. Une puissante armée nationale va de pair avec une culture militariste. Premièrement pour des raisons pratiques. Des gens déjà habitués à la discipline, aux pratiques martiales et à l'idée de servir dans l'armée font de meilleurs soldats. Mais aussi pour des raisons politiques. L'armée, c'est l'ordre, la discipline, la cohésion et des hiérarchies claires. Des qualités censées renforcer l'unité nationale et décourager la division et la dissension, qui nuiraient à l'unité de la nation. Une société homogène et monoculturelle est confrontée à ce qui ne peut pas faire de la communauté nationale. Ce que Maurras appelait les États confédérés, ou ce que d'autres appellent l'ennemi intérieur. Les groupes politiques ou culturels qui, pour diverses raisons, vont favoriser les intérêts de leur communauté au détriment des intérêts nationaux. Pour Maurras, c'était les francs-maçons, les métèques. Métèques, c'est comme ça que les Athéniens appelaient les étrangers, les juifs, les protestants. Maurras est un des seuls à reprocher quelque chose aux protestants. Pour les fascistes américains, c'était les catholiques. Voilà. En Italie, c'est les communistes, la mafia et les régionalistes. En Allemagne, c'est les juifs et les communistes. Et au Japon, c'est rien, vu que c'était déjà une société très homogène. Les politiques à mettre en œuvre pour résoudre le problème causé par l'ennemi intérieur dépendent de la nature du groupe et de la culture politique du régime. Maurras préconisait de mettre en place des régions autonomes pour les Algériens et d'exclure l'accès à toute fonction d'influence pour les groupes qui ne s'assimilent pas. En Italie, les sentiments régionalistes se combattent par l'éducation, la propagande et, comme dit précédemment, par des structures politiques unitaires. Les communistes et la mafia, c'est assez simple. On les met en prison et on démantèle leurs organisations. Chez Maurras, la biologie ne détermine pas le politique. Par conséquent, tout le monde est assimilable. Donc si les juifs et les protestants ne sont pas contents d'être exclus, ils peuvent se convertir au catholicisme. Maurras n'était pas raciste et dénonçait les théories raciales allemandes comme bouffonnerie. Évidemment, ce n'est pas la vision du national-socialisme, qui a une vision raciale, avec le Völkisch Bewegung, n'étaient allemands que ceux qui étaient racialement allemands. Et comme on ne peut pas changer de race, soit on expulse, soit on tue. Dans un régime fasciste, la religion a une fonction purement utilitaire, d'unificateur social. Maurras était agnostique et Mussolini détestait l'Église catholique. Mais tous deux lui reconnaissaient une utilité. Le problème est quand la religion en question prône des valeurs opposées aux vôtres, et que l'Église critique votre politique. C'était le cas de l'Allemagne, qui en plus était divisée entre catholiques et protestants. C'est pourquoi l'Allemagne entreprit une politique discrète, qui est assez peu connue, de déchristianisation. L'Église ne recevait plus aucun soutien, le nom des fêtes chrétiennes avait été remplacé par le nom des dieux germaniques, avec l'objectif de liquider le christianisme à long terme, pour le remplacer par un néo-paganisme germain. Glorifier ou mythologiser le récit national est naturel dans le cadre de la création d'un sentiment d'unité nationale. La nation est un plébiscite de tous les jours. Si les gens cessent d'y croire, la nation cesse d'exister. C'est normal que des traits positifs et désirables soient soulignés. Il n'y a que les ennemis de la nation, comme les mondialistes, qui veulent briser les nations, qui vont souligner les traits négatifs et indésirables. La glorification du récit national est concomitant à tout nationalisme. Mais ce n'est pas propre au nationalisme, ni même propre à la politique. C'est de la psychologie sociale de base. Si vous êtes déjà rentré dans le local d'un club de sport, vous allez voir des trophées et des photos de victoires. On ne va pas afficher les défaites et les humiliations. Tout groupe humain est dépendant de la désirabilité qu'elle suscite chez les gens. Par conséquent, on va renforcer les aspects positifs et désirables de son groupe et renforcer les aspects indésirables et négatifs des groupes concurrents. On parle souvent d'économie mixte dans les régimes fascistes, mais ça n'a pas vraiment de sens puisqu'on parle d'une économie mixte dans une comparaison avec le capitalisme et le communisme. Dans un régime fasciste, l'économie doit être au service de la nation. C'est pourquoi autant les intérêts des travailleurs que les intérêts du capital vont être réprimés. Non, ce n'est pas possible d'avoir une semaine supplémentaire de vacances et non, ce n'est pas possible de faire appel à un fournisseur étranger. Ce qu'on appelle parfois la collaboration des classes. Historiquement, les régimes fascistes n'ont pas réprimé le capital autant qu'ils ont réprimé les mouvements ouvriers, parce que les industriels ont vite compris qu'il fallait collaborer avec le régime. C'est connu que la bourgeoisie a mieux conscience de ses intérêts de classe que le prolétariat. Un État fort implique une grande intervention de l'État dans l'économie, mais on est loin d'une économie planifiée. Il importe peu que la production soit faite par une entreprise privée ou une entreprise publique, du moment que la prospérité du pays augmente. La politique économique d'un État fasciste vise avant tout à mettre en place un système d'autarcie économique, selon la logique que plus une nation peut compter sur elle-même, plus elle est forte. Dans une perspective collectiviste, il est logique que le collectif prenne soin des siens. Dans le cadre du fascisme, le collectif est la nation. Par conséquent, cela se traduit par un fort État social ou État-providence, mais exclusif. Contrairement au social-libéralisme ou au socialisme, qui ne voit que des individus neutres et égaux, et dont l'État social va offrir son aide de manière indifférenciée, car les individus bénéficient de droits fondamentaux,
L'État social fasciste va réserver sa solidarité en théorie qu'aux membres de la communauté nationale, d'une part, et d'autre part à ceux qu'elle juge dignes. La solidarité étant en principe réciproque, ceux qui ne contribueront rien ne méritent rien, ce qui exclut certains types de criminels ou de cas sociaux jugés comme parasites. Qu'est-ce que le fascisme promet ? Par exemple, le libéralisme promet des droits individuels, une justice égalitaire, la garantie des biens matériels et des entreprises commerciales. Le socialisme et le communisme promettent ce que le libéralisme n'a pas apporté, ou manqué d'apporter. Plus d'égalité, principalement matérielle, la garantie d'un certain nombre de biens et services. Le fascisme promet avant tout l'ordre et la sécurité intérieure, la stabilité de l'ordre social, ce qui est normalement la promesse de base de n'importe quel régime. Mais par exemple, un régime libéral, pour des raisons idéologiques, aura énormément de mal à garantir ses promesses de base. Par exemple, l'Italie fasciste avait éradiqué la mafia sicilienne, par l'arrestation de tout suspect et l'utilisation de la torture. Un régime libéral au nom des droits sacrés de l'individu ne peut pas faire ce genre de choses. C'est pourquoi, quand l'Italie a été soumise à un régime libéral après la guerre, la mafia a de nouveau prospéré. Ce que le fascisme promet également, c'est la liberté des anciens, la souveraineté politique, la garantie que la nation est maître de son destin. Maintenant, on va voir ce que le fascisme n'est pas, avec des définitions qu'on trouve sur internet ou dans des dictionnaires génériques ou les 14 points du Merco Eco sur le fascisme éternel et autres conneries faites par des gens qui n'ont jamais étudié l'histoire des idées politiques. Dans un premier groupe, on a les appellations génériques, comme autoritaire ou totalitaire. Une personne autoritaire, ça veut dire quelque chose, mais un État est une autorité. Une autorité, c'est forcément autoritaire. Et le pouvoir de l'État se base sur la violence. Si vous n'obéissez pas à l'État et à ses lois, vous avez des chances de recevoir la visite de bonhommes habillés en bleu avec police écrit dessus. Le mot correct serait autocratique, c'est-à-dire c'est une personne ou un petit groupe de personnes qui prennent les décisions. Totalitaire. Totalitaire est un mot qui a été inventé dans les années 30 et employé par quelques politiciens dont Winston Churchill. C'est pour ça qu'on s'en souvient, pour décrire les régimes italiens et allemands, parce qu'ils trouvaient que l'État y était présent. Ce mot ne veut absolument rien dire. Après, il y a d'autres appellations comme dictature, etc. Dans un deuxième groupe, on a toutes les méthodes que n'importe quel régime utilise pour arriver au pouvoir et s'y maintenir. Ça compte pour plus de la moitié des points de la liste d'Umberto Eco sur le fascisme éternel. Donc, capitaliser sur le mécontentement, réprimer l'opposition, la promesse d'un avenir glorieux et ce genre de choses. La même chose que les libéraux ont fait à la Révolution française, donc rien de nouveau. Dans un troisième groupe, on a des politiques publiques qui sont les conséquences des principes idéologiques fascistes, comme le virilisme, l'augmentation des budgets militaires, qui sont des conséquences du militarisme, répression des minorités. Une fois que l'homogénéisation de la nation est accomplie, il n'y a plus de minorités. Et on ne va pas créer des minorités pour s'amuser à les réprimer. Anti-individualiste. Il n'y a pas beaucoup d'idéologies politiques qui prônent l'individualisme, excepté le libéralisme. Le fascisme n'est pas anti-individualiste pour le plaisir d'être anti-individualiste. C'est une conséquence des politiques visant à renforcer l'unité et la cohésion nationale. Bref, quand une personne définit une idéologie autre que la sienne, il va la définir avec des critères qui s'opposent à la sienne. Les définitions du fascisme sont généralement faites par des libéraux. Par conséquent, la définition va être en quoi le fascisme n'est pas du libéralisme, et bien souvent une version idéalisée du libéralisme. On peut continuer longtemps, mais je pense que vous avez vu l'idée. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le fascisme italien, le bouquin « Qu'est-ce que le fascisme » d'Emilio Gentile est une référence en la matière.